Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Elle est l'une des grandes journalistes américaines et récemment, Christiane Amanpour a pointé du doigt les violences verbales et idéologiques de Marine Le Pen sur la question des réfugiés. Son interview de la candidate FN à l'élection présidentielle nous prouve une nouvelle fois que le journalisme est un combat constant. Et alors que la notion de post-vérité s'installe dans nos sociétés, il ne faut pas laisser aux populistes la possibilité de manipuler l'information. Les titres de votre 20h. La fabrique de la désinformation, sommes-nous justement à l'heure de la post-vérité? C'est le débat de votre 20h, le débrief culturel, journalisme, politique et post-vérité avec notre libraire Marcel Petrichol et notre cinéphile Xavier Affre. La polémique sur les chiffres évoquant le nombre de personnes présentes à l'investiture de Donald Trump a donné lieu à une nouvelle attaque de la part du président milliardaire contre les journalistes et contre l'information. Récemment, dans une conférence de presse, François Fillon a également vivement critiqué les médias. Se pose alors la question, sommes-nous véritablement à l'heure de la post-vérité? C'est le sujet de votre 20h. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. Vaste sujet. Oui. La post-vérité, le journalisme, le crypto-journalisme même peut-être. Pour les hommes politiques, désormais en hologramme aussi. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Paul Tourkidorian, historien, et Sébastien Pisane, journaliste. Alors, je l'ai dit, le président de la première puissance mondiale, Donald Trump, a un rapport très conflictuel, c'est le moins que l'on puisse dire, avec les journalistes. Il réécrit très souvent l'histoire, notamment son porte-parole à la Maison-Blanche. C'est ce que l'on appelle la post-vérité. Et il y a eu également l'épisode des tenants du Brexit qui ont aussi menti en pleine période de campagne pour le Brexit. François Fillon qui a récemment attaqué les médias, le système médiatique. Alors sommes-nous à l'heure de la post-vérité, Sébastien ? Alors d'abord, j'aime pas ce terme de post-vérité parce qu'il semblerait indiquer que précédemment, tout était, nous régnions dans le vrai le plus absolu, ce qui n'était évidemment pas le cas. Simplement, c'est vrai qu'effectivement, il y a un phénomène, et je pense qu'on en reparlera par la suite, qui s'appuie notamment sur les réseaux sociaux, qui fait qu'il y a effectivement une amplification. Mais il ne reste pas moins que les exemples que vous donnez sont assez frappants. Alors, des élections, et là je pense notamment au référendum en Grande-Bretagne, au Brexit ou aux élections américaines, où le populisme a pris une place importante. Et avec des leaders, effectivement, qui n'ont pas hésité à s'arranger, on va dire, avec la vérité. Alors c'est sûr que là, les journalistes deviennent leur pire ennemi, parce qu'ensuite, il y a un système de vérification qui désormais est devenu assez traditionnel au sein des rédactions. Et on lève des loups. Alors par exemple, le Brexit, moi j'avais été assez frappé par ce chiffre qui avait été balancé, à savoir que la Grande-Bretagne versait, je crois, 310 millions de livres chaque semaine à l'Union européenne. C'est vrai que la Grande-Bretagne est contributrice, mais en fait, après vérification, c'était 110 millions. Donc, vous voyez, quand même 200 millions de différence. C'est assez notable. Donc voilà, oui, effectivement, j'aime pas le terme, mais il est évident qu'on est quand même rentré avec, je crois, et les réseaux sociaux et ce ton très populiste de certains leaders, dans une ère en tout cas nouvelle où la vérification est devenue plus importante que jamais. Alors on va le définir évidemment, Paul, avant de vous donner la parole. On va le définir, ce terme de post-vérité. Cette expression est relative aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence sur la formation de l'opinion que l'appel aux émotions et aux croyances personnelles. Bien évidemment. Alors, c'est le dictionnaire d'Oxford, je crois. C'est le dictionnaire d'Oxford, Exactement. tout à fait. Non, bien évidemment, oui. Je pense qu'on n'est pas tellement dans l'ère de la post-vérité, mais plutôt dans l'ère de la désinformation. Et mon camarade Sébastien oubliait de le mentionner, entre les réseaux sociaux et les hommes politiques populistes, il y a quand même le relais des médias, qu'ils soient officiels ou officieux. Et souvent, on sait très bien la collusion qu'il peut y avoir entre les médias. Alors, peut-être encore, c'est différent parce que il est vrai qu'il y a quand même une promiscuité entre les journalistes, les politiques. On est une grande famille, on se connaît tous, comme on dit. Mais en général, effectivement, il y a quand même le relais médiatique qui est très influent
sur l'opinion et qui est très utilisé par les hommes politiques, on le sait. Hein. Vous êtes dans une opinion très mainstream, là, parce qu'effectivement, ça va tout à fait dans le sens de ce qui est employé en ce moment par tout un tas, notamment de responsables politiques, de taper sur les médias. Et attention, il y a évidemment eu, dans un certain nombre de cas, des reprises. Mais regardez, si vous l'avez vu, les chiens de garde ou les nouveaux chiens de garde. Non, mais tout à fait. Qu'il y ait eu de gros dérapages, je suis tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Fillon, à mon avis, là, effectivement, est-ce que le travail des journalistes, est-ce qu'il y a tant de collusion avec le pouvoir politique? Je vais citer Maître Dupond-Moretti qui paraissait dans une émission à la télé sur le service public, qui disait qu'effectivement, il n'y avait que 2 sources qui pouvaient avoir donné les informations sur Madame Fillon. C'était soit le PNF, donc le parquet financier, soit la police elle-même. Donc à un moment donné, est-ce que cette presse-là ne s'est pas faite le relais du bras armé de l'État ou d'un État plus profond, plus discret? Voilà, c'est la question. Est-ce que l'affaire se dégonfle pour autant complètement? Je n'en suis pas sûr. Alors c'est sûr qu'il y a une caisse de résonance importante dans les médias. Alors après, on le voit, on a créé une espèce de fausse alternative via Mediapart, qui en fait est un média institutionnel qui a essayé d'occuper un temps les réseaux et l'Internet, qui ont un peu de mal malgré tout, puisqu'on voit qu'ils sont eux aussi quelque part un petit peu subventionnés, comme beaucoup de médias. Et donc il y a effectivement une espèce de fonte comme ça du système médiatico-politique, sans faire encore une fois le conspirationniste ou le paranoïaque. Mais effectivement, c'est très bien que ça marche de concert, parce qu'il faut influencer l'opinion. Les médias sont une fabrique à opinion. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste non plus. Et on sait que sur les réseaux sociaux, souvent plus que l'information, c'est la réaction ou l'émotion qui va dicter cette fameuse doxa. Alors, messieurs, j'entends bien, Paul, ce léger glissement sur le rôle du journalisme, de l'information dans la société qui se pose vraiment lorsque l'on parle de post-vérité notamment. Mais si l'on revient à ce terme, si l'on revient à ce qui se joue actuellement politiquement, et si l'on sort un petit peu aussi de l'affaire Fillon, parce qu'il n'y a pas que l'affaire Fillon, on l'a dit, il y a Trump, notamment les tenants du Brexit, les populistes d'une manière générale. Ce qu'on nous propose, en fait, ça va bien au-delà. C'est une autre réalité, clairement. Quand le porte-parole, Sam Spicer, dit que pour l'investiture de Donald Trump, il y avait autant de monde, si ce n'est plus, je crois même qu'il a dit qu'on n'avait jamais vu ça à Washington. C'est faux, c'est avéré. Journalistiquement, mais non, par ce les sont des faits présents. Alternatifs, vous explique-t-il. Exactement. On entend vous m'avez enlevé l'expression. Non, mais voilà, on entend fleurir désormais des expressions qui sont complètement vides de sens, parce que comme vous dites, il y a quand même des images. Alors je veux bien qu'on ait peut-être, il y a une manière de cadrer ici de chaîne, on le sait réalité, mais c'est une réalité. Voilà, c'est journalistique, prouvé, les journalistes qui étaient sur place. Alors, mais ça peut être quelque chose de nos sociétés tout de même. On se pose une question ouvertement philosophique et on peut y aller. Qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le fait? Le journaliste, je pense qu'il n'est pas là pour servir la vérité, il est là pour délivrer un fait. Et il y a un problème de distance et de subjectivité par rapport à ça, parce que déjà lui-même, il est soumis au délai. Bien sûr. C'est-à-dire que le fait, s'il est passé, il perd de sa fraîcheur. S'il perd de sa fraîcheur, il perd de sa capacité d'étonnement et de vente. Et donc, de fait, il y a un besoin permanent d'information, de buzz. On le sait maintenant, le buzz, il faut créer le buzz, etc. Et donc, il y a un problème, non pas avec la vérité, mais il y a un problème avec les faits. Et effectivement, chacun peut désormais manipuler les faits. Pourquoi? Parce qu'il y a une démocratisation des moyens d'information grâce justement au téléphone, etc. Donc les journaux sont moins lus parce qu'on préfère lire un gros titre sur quelque chose qui est partagé sur Facebook, Twitter, etc. Et de fait, il y a une manipulation de la réalité par le fait. Alors, je ne voudrais pas vous sembler trop corporate, mais aujourd'hui, tout le monde est producteur de faits. Exactement. Les hommes politiques, les premiers, et on voit donc des journalistes qui essaient, tant bien que mal, c'est un idéal, de faire la part. Alors, du vrai, du faux, je ne sais pas, en tout cas, de rétablir les faits. Et ensuite, tout un chacun derrière son clavier peut devenir aussi un producteur diffuseur d'informations. Ce qui devient assez étonnant, et on l'a vu notamment lors de la campagne américaine, c'est lorsque des informations clairement mensongères et qui ont été démontrées comme des informations mensongères et partisanes se retrouvent particulièrement haut en termes de partage. Donc les gens les lisent énormément par rapport à des articles qui sont peut-être un petit peu mieux charpentés par des journalistes professionnels qui essaient de faire de l'information. Donc c'est là où ça commence à devenir un tout petit peu compliqué. Et rappelez-vous les abus sur lesquels on est arrivé, enfin le fameux Pizzagate
Gate. Je veux dire, même les Simpsons n'auraient pas imaginé un truc aussi Sur fou 4chan, où sur le forum 4chan. Hillary Clinton se retrouve soi-disant au milieu d'un réseau pédophile autour d'un réseau de pizzas. C'est un pur mensonge. Voilà, aujourd'hui, les journalistes passent une partie de leur temps à essayer en plus les fake news. Des hoax, des fake news. etc. Disons que la problématique, c'est qu'il y a effectivement cette méfiance vis-à-vis des, on va revenir encore sur le mot, des médias mainstream et des informateurs mainstream que sont les journalistes. Alors, parce que, Paul, oui. excusez-moi de vous couper, on va essayer aux téléspectateurs de donner... Qu'est-ce que vous appelez les médias mainstream, les journalistes mainstream? Concrètement, vous? On va dire les grands groupes médiatiques. On sait par exemple TF1 qui est bouillé derrière, ou Canal+. Mais il y a quand même, je ne vais pas faire preuve de corporatisme non plus, mais il y a quand même les rédactions... Je me sens solidaire. Non, absolument pas. Vous êtes la mouche du coche qui... On va jouer la vérité, les heures de presse, il faut le dire. On sait tout maintenant, vous mais savez tout. Plus sérieusement, Sébastien va peut-être encore mieux le dire que moi, vous êtes là pour ça, Sébastien. Défendez ardemment votre rôle, votre corporation, votre métier, mais il y a la singularité du journaliste, il y a le journaliste devant les faits. Je ne connais pas, moi, de journaliste où il y a une petite rédaction, un contrôle au-dessus qui vient chapeauter, manipuler comme ça un journaliste. Enfin, vous en connaissez, Sébastien? Non, moi, je ne l'ai pas connu personnellement et dans toute mon expérience, non, effectivement. J'essaie aussi de pousser, bien sûr. Mais attention, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de discours qui voudrait complètement occulter le fait qu'il y a des enjeux. Le anti-média, anti-journaliste. Oui. La preuve, Paul, vous êtes ici pendant le 20h sur France 3 Corse Via, c'est le service public que nous défendons tant et vous donnez votre avis. Exactement, tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, sans grossir le trait, il y a des journalistes qui font leur métier, ou qui tentent en tout cas de le faire. Mais on sait aussi que derrière les journaux, il y a une pression politique, parce que la plupart des journaux français vivent essentiellement de subventions. On sait que la presse papier se vend très mal, très très mal et de moins en moins bien. Donc derrière, il y a une pression politique parce que financière, il y a la pression du tirage, il y a la pression des rédactions, il y a aussi, encore une fois, des contacts entre les grands groupes financiers, les comités de rédaction ou certains journalistes, etc. On le voit, Élise Lucet se fait taper dessus, justement, encore une fois, sans revenir dessus, pour l'affaire Fillon, se fait taper dessus par une partie de la corporation parce qu'à un moment donné, on l'accuse d'avoir un parti pris. Alors, est-ce qu'elle fait son boulot? Est-ce qu'elle a un parti pris? On ne sait plus. Et finalement, le journaliste, malgré lui, devient lui-même, même s'il n'en a pas conscience ou s'il ne veut pas, une forme d'outil médiatique au service. Vous savez, c'est moins sur les enjeux politiques que ça se joue, à mon avis. On l'a rapidement abordé. C'est surtout, vous-même d'ailleurs l'avez abordé, c'est surtout le fait d'essayer. Les journalistes ont, à mon avis, trop essayé de se mettre au niveau de cette fréquence sur les réseaux sociaux, d'essayer de produire aussi vite. Et donc, finalement, parfois, aussi mal qu'en termes d'information. Je crois que c'est surtout à ce niveau-là. C'est l'instantanéité de l'information qui fait que... C'est la problématique. On voit quand même que les choses commencent à évoluer. Et d'un autre côté, au niveau, je dirais, du public, la crise, on en parlait dans une autre émission, de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de filtre intellectuel, spirituel, ou en tout cas de perception-conscience, et on se contente d'avaler des sommes d'informations qui ne poussent plus à la réflexion, ou justement à doser un peu notre distance par rapport aux choses, mais au contraire qui nous poussent à la réaction et à l'émotivité. On voit souvent, par exemple, sur les réseaux sociaux, je reprends cet exemple-là, parce que c'est ce qui a le plus d'ampleur en ce moment, au niveau de l'information, de la désinformation, des gens partageaient des articles en mettant des réactions très vives sur des choses qui se sont passées il y a 3 ou 4 ans, en croyant que c'était un fait d'actualité. Et donc, il y a effectivement une émotivité face aux faits, mais est-ce que cette émotivité et ces faits ne sont-ils pas justement des parasites par rapport à la vérité? C'est la tyrannie de l'émotion. Pierre Bourdieu l'avait déjà dit il y a très longtemps, au début des années 90, dans le livre sur la télévision. Notamment. Exactement. Et tout ça, ça peut être un outil de propagande, de falsification, d'influence sur l'opinion. Sauf que la post-vérité, excusez-moi avant de passer au débrief, mais sauf que la post-vérité, elle n'est pas l'apanage des journalistes. Excusez-moi, ce sont les hommes politiques qui l'utilisent pour justement essayer de donner leur propre réalité. La réalité alternative, appelons-la comme vous le désirez, mais c'est une stratégie de communication politique. On n'est pas dans le journalisme, on est dans la communication politique. Alors je veux bien que de temps en temps la frontière soit difficilement repérable pour le téléspectateur non averti, mais tout de même, il y a une grande différence. Donc regardez ce qui est en train de se passer au niveau d'un certain nombre de médias. Justement, les médias essaient de reprendre un tout petit peu la main dans ce domaine-là. Je crois que c'est le 27 février que Google, associé à 16 rédactions nationales ou régionales, va lancer Crosscheck qui permettra justement
à ceux que ça intéresse, eh bien de vérifier certaines informations. Il y a également ce qu'a lancé Le Monde. Mais bien sûr, la question se pose. Mais je pense que l'initiative est malgré tout intéressante. Ou ce que fait actuellement Le Monde depuis peu avec, je crois que ça s'appelle Décodex. Décodeurs. On a la possibilité, on a une espèce de boîte à outils qui permet un petit peu à l'internaute d'essayer de vérifier la fiabilité ou non d'une information. Ce qu'ils appellent le fact-checking. Oui, voilà. Et c'est le limite du fact-checking. Mais attention, après, vous l'utilisez ou non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est un exemple. C'est une question toujours de notre filtre par rapport à tout ça. Parce que bien évidemment, les médias, les hommes politiques, les réseaux sociaux, Internet, les hoax, les faux sites, les blogs, mais quel est notre filtre par rapport à tout ça ? Passionnant et passionné ce débat sur la post-vérité et au-delà, vous l'aurez compris, sur le journalisme au XXIe siècle. 40 secondes pour résumer votre pensée. Sommes-nous à l'heure de la post-vérité? Sébastien, c'est avec vous que je commence. Eh bien, je vais rebondir. Quel est notre filtre? Parce qu'à un moment donné, dans cette situation où les journalistes essaient de dégager le faux du vrai ou de rétablir les faits, où on a des hommes politiques qui parfois de manière parfaitement éhontée mentent, enfin je veux dire c'est très clair, à un moment donné effectivement c'est aux citoyens de reprendre la main aussi. Je veux dire, le citoyen, on ne va pas lui donner en permanence la béquée en termes d'information. Les gens sont surinformés, ils veulent être informés, il faut qu'ils parviennent eux aussi à mettre en place à un niveau personnel, un ensemble de filtres. Il faut regarder d'où vient l'information. Finalement, chacun... Allez, je vais plaider contre mon espèce de corporatisme. Chacun doit devenir un peu journaliste. L'information qu'on découvre, d'où elle vient exactement, il faut croiser. Et il faut la traiter. 40 secondes pour vous également, Paul. Alors, donc, moi, encore une fois, je ne pense pas que nous soyons à l'ère de la post-vérité, parce que, comme le disait très justement Sébastien, ça voudrait dire qu'il y a une vérité avant. On s'aperçoit que de tout temps, il y a une manipulation de l'information ou de la communication, etc. Mais effectivement, moi, la question qui m'interpelle et le problème qui m'interpelle le plus, c'est cette histoire d'intellectualité. Est-ce que nous allons nous contenter de la consommation rapide, du fast-food de l'information, ou est-ce que nous allons développer une réflexion et, de fait, une culture pour asseoir cette réflexion? Et j'ai l'impression que de moins en moins, parce que justement les journalistes eux aussi participent de ce jeu-là, un peu malgré eux parce qu'ils y sont forcés, eh bien on a tendance à faire un languissement vers l'information d'opinion, je dirais le délit d'émotion presque. Merci beaucoup à vous deux pour cette séquence très vive. Dans cette émission, vous allez rester en coulisses évidemment pour écouter les débriefeurs du soir, parce que le concept justement de post-vérité a permis à de nombreux auteurs et cinéastes d'investir des thématiques comme la paranoïa et les faux semblants des sociétés modernes. Nous l'avons un petit peu dit dans notre débat entre Paul et Sébastien. Politique, journalisme et post-vérité, c'est le débrief culturel de Pendant le 20h. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. Marcel Petricciol, chroniqueur, critique littéraire pour le magazine Parole de Corse, et Xavier Affre, cinéphile historien. J'imagine qu'il y a plein de choses à dire sur ce que vous venez d'entendre. Allez, Marcel. Qu'est-ce qu'on va retenir? Que c'est à nous d'aller chercher les vraies infos. D'ailleurs, j'en parlerai d'ailleurs dans mon bouquin, mais c'est surtout à nous, on ne fait pas toujours les journalistes. On a des moyens de savoir si c'est vrai ou pas. Alors ce qui est vrai, c'est que ça prend beaucoup de temps. Plus il y a d'infos, plus ça prend du temps à savoir si c'est vrai ou pas. Mais on a les moyens d'aller nous-mêmes savoir le vrai du faux. Moi, je retiens ce qu'a dit Paul. Il parlait de la presse comme fabrique d'opinion, et je suis absolument d'accord, mais je suis obligé quand même, moi aussi, de souscrire à ce qu'a dit Sébastien. Je dis beaucoup de fois ici... Non, mais oui, j'ai dit beaucoup de fois ici que c'est aux citoyens quand même de faire les choses. Et finalement, je dis qu'on a des politiques qu'on mérite. On a aussi parfois les médias et les journalistes qu'on mérite. Et il faut se poser certaines questions, forcément. Donc voilà. Allez, quelques clés pour aller plus loin sur cette question. Marcel, c'est avec vous que nous commençons. La désinformation, les armes du faux, de François-Bernard Huyghe aux éditions Armand Collin. Oui, bouquin qui commence avec une petite histoire, puisqu'il nous explique l'intox, la manipulation. Ça existe depuis l'Antiquité, mais que la désinformation telle que nous la connaissons aujourd'hui, ça a commencé dans les années 50 en Union soviétique. C'est une arme typique de la guerre froide, employée par les services secrets, et que c'est à la chute du mur de Berlin que des sociétés civiles ont commencé, aux États-Unis et en Occident, à faire de la désinformation, d'abord politique, et en 90, économique. Donc il nous restitue tout ça dans un contexte. Et puis après, bien sûr, le cœur du livre, ce sont les réseaux sociaux. Et là, il nous explique, ce que je disais tout à l'heure, comment, il nous donne plein de clés pour que nous-mêmes allions chercher la réinformation, notamment ici, ça s'appelle Acrimed. Oui, c'est un site de vérification des faits. Et c'est ce qu'il dit, c'est que ça prend beaucoup de temps à le faire,
mais il faut absolument le faire. Donc voilà, une fois que vous avez vu ce bouquin, c'est sûr, vous ne pouvez plus être trompé. Alors, il nous explique aussi que... Ouais, c'est vachement un beau cadeau. Alors, si vous nous dites qu'à partir de ce livre, c'est Franchement. fini, la désinformation n'agit plus Non, sur le vous citoyen éclairé. Vous pouvez aller chercher, justement. Il explique plein de choses, justement, cette désinformation. En fait, c'est par couches. Ça commence, il y a une information qui passe, il y a un démenti. Ça commence. Et plus il y a de couches, plus c'est dur à aller chercher. Et là, c'est vraiment de la désinformation. Là, franchement, on ne sait plus le vrai du faux. C'est assez remarquable, c'est très, très clair, très limpide. Franchement, j'ai appris plein de choses. Voilà. Si Alors, vous il voulez tout faut savoir. absolument découvrir la désinformation, les armes du faux Oui, et de puis- François-Bernard Huyghe aux éditions Et Armancola. il dit que la désinformation, ce n'est plus un enjeu moral, mais stratégique. Stratégique aussi, c'était le cas pour William Carrel, l'effet alternative avec Oui. Opération Lune. Bah alors, moi j'ai choisi Mon un cher documentaire. Xavier. Voilà, il y a un film, le documentaire de William Carrel, parce que c'est un documentariste extraordinaire, je trouve, qui fait un travail fabuleux. Il fait notamment Le Monde selon Bush, Ouais. qui a aussi montré un petit peu quel était l'univers politique et mental de George W. Bush. Il y avait du travail. Et donc, dans Opération Lune, finalement, il a voulu montrer, à partir d'une interview donnée par Viviane Excellent. Kubrick, qui est la veuve de Stanley Kubrick, qui a lâché une petite information en disant mon mari a travaillé notamment pour la NASA en essayant de peut-être tourner des images du fameux alunissage, vous savez, en 1969, des astronautes américains. Et alors, du coup, le documentaire, avec des interviews réelles, avec des gens sérieux, Kissinger, bon, pas forcément des gens Henry moralement Kissinger. voilà, irréprochables, mais en tout cas des gens qui ont vécu l'histoire, et en nous expliquant que finalement, Kubrick avait tourné ça, et que c'est ça qui a été diffusé, donc on n'a jamais marché sur la Lune. Et ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on comprend très vite. Au début, on est un peu interloqué en disant mais c'est vrai, c'est pas possible, c'est sérieux. Très vite, il montre que c'est pas du tout sérieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il place le spectateur face à ces contradictions. C'est-à-dire, on s'est diverti en quelque sorte, on a regardé, on y a cru. Mais en fait, on a assisté à quelque chose qui est complètement faux. Donc c'est un vrai mécanisme là de ce documentaire qui date de 2004 finalement. Vrai, faux, vrai, on ne sait plus vraiment. La frontière est brouillée. Et c'est assez passionnant. Les faux semblants, la paranoïa, c'est aussi C'est cela, la exactement ça. réalité alternative. Et les journalistes doivent, nous l'avons dit avec Sébastien et Paul, planter le couteau dans la plaie. À vous, mon cher. Journalisme Marcel. et vérité, on reste dans le sujet, de Daniel Cornu, qui est un très grand journaliste. On en parlait avec Sébastien Hoff, qui est très très connu. En fait, c'est un bouquin qui s'interroge sur la démocratie et le rôle qui joue le journalisme. C'est d'une grande profondeur. Ça combine des réflexions Ouais, c'est théoriques et justement l'expérience de ce journaliste. C'est vraiment l'éthique qui guide ce bouquin. C'est pertinent. Il met au goût du jour la pratique du journalisme. Comment le journalisme autonome va se réapproprier justement tous ces nouveaux réseaux sociaux. Il donne plein de pistes. Ça, c'est passionnant. C'est vraiment comment le journalisme doit réagir aujourd'hui face justement à cette Un terme post-vérité. que l'on n'a pas utilisé dans le débat, tiens, l'éthique. L'éthique journalistique, Exactement. c'est très juste et c'est bien de l'avoir souligné. Redacted de Brian De Palma. Je voulais me faire un petit peu plaisir et puis en même temps, c'est parler des images, de la manipulation des images. Je me disais, il y a un cinéaste qui a travaillé là-dessus depuis très 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 longtemps. C'est évidemment Brian De Palma. Depuis d'ailleurs ses premiers films, finalement, C'est vrai. jusqu'au récent Mission Impossible, Jeu de masque, etc. Et là, il avait fait un film qui a un petit peu déconcerté tout le monde, puisque à partir d'un événement réel en Irak, c'est-à-dire le viol et le massacre d'une famille, viol d'une jeune fille et massacre de la famille à Samara en 2006, il a voulu montrer, réinventer, c'est ce que disait Le Monde à l'époque, c'est ça qui était intéressant, réinventer les images sur l'Irak, c'est-à-dire en prenant les images brutes, donc des soldats, YouTube, enfin tous les différents supports possibles, caméras de surveillance, vidéos, telles quelles, en les livrant telles quelles aux spectateurs, pour essayer de recréer ces images, et pas celles qu'on voyait évidemment données par le Pentagone, ni Fox News, proche du pouvoir, etc. Et il voulait vraiment montrer, déconstruire un peu cet élément, et puis proposer une réflexion sur les images. Et évidemment, on lui rentrait dedans, vous imaginez bien aux États-Unis, anti-patriotique, anti-américain, parce qu'il livrait un matériau brut. Et c'était ça qui était intéressant. Et du coup, ça me permet aussi, si vous le permettez, j'avais juste vous pouvez. un petit mot. Vous Tout à l'heure, vous êtes là j'ai pour ça. entendu dans le débat, et du coup, le film permet de rebondir un peu dessus, sur la subjectivité ou l'objectivité du journaliste. À mon sens, mais ce n'est que mon Ça sens, n'existe petite pas, c'est ce réflexion. que vous allez dire. C'est pas ça n'existe pas, c'est qu'on ne demande pas, L'objectivité, on demande pas, moi je ne cherche pas à ce qu'un journaliste soit objectif absolument, d'ailleurs ça n'existe pas, mais on attend de l'interprétation. Et ce qui fait défaut aujourd'hui, notamment dans les journalistes télé, médias, différents, peut-être moins l'écrit et la radio,
c'est qu'il n'y a pas d'interprétation. Les faits sont livrés tels quels. C'est même pas mordant. Regardez les interviews d'hommes politiques. On rentre plus dedans. Il n'y a plus de subjectivité. Moi, je la recherche, la subjectivité. Après, c'est au spectateur, qui est quand même assez grand, semble-t-il, enfin, pour certains, de faire la part des choses. Mais il faut des journalistes qui interprètent. Interpréter, forcément, c'est la définition même. Hein. C'est donner, c'est voir un fait et l'interpréter, l'analyser, en donner sa propre interprétation. Moi, c'est ça que je recherche. Donc, du coup, que je n'ai plus. C'est ce que l'on trouve également dans les ouvrages que vous proposez, notamment le dernier. Bien sûr. Sur le rôle du journalisme, sur le journalisme, la façon dont il évolue avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, avec toujours, je reviens sur ce terme, parce que c'est vrai, nous ne l'avons pas utilisé nous ne l'avons pas mentionné pendant le débat, l'éthique. Oui, il essentiel. insiste beaucoup là-dessus dans son bouquin, justement. Franchement. Et encore une fois, il donne plein de pistes, parce que les journalistes, je ne dis pas qu'ils ont abandonné, mais ils ne sont pas rentrés dans tous ces nouveaux réseaux sociaux. Ils ont laissé faire pratiquement. Et justement, il dit, il faut y aller. Il faut rentrer dedans, il faut leur montrer qu'il faut réinvestir ce terrain. C'est Journalisme et vérité de Daniel Cornu aux éditions Labor et Fides. C'est ça, et Fides. Merci beaucoup à vous deux. Je crois qu'on a fait la preuve, qu'on a donné la preuve qu'ici, en tout cas, il y avait une grande part de subjectivité qui était assumée et il y avait une grande part de libre opinion qui était également assumée et surtout voulue, notamment avec Paul et Sébastien. Paul qui n'a pas ménagé Sébastien, mais Sébastien qui est un formidable libéraux au football. Vous savez, les libéraux dans les années 80 qui arrivent à relancer. C'est le beau duo et évidemment tous les deux. Mais le journalisme qui est une profession magnifique. Le journaliste, c'est un des plus beaux métiers du monde, quand même, faut le comme dire. enseignant. Je crois que c'était Comme enseignant, mais journaliste aussi. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débriefé sur ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 3 Corse via Stella, évidemment.